Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de cabinet. Aujourd'hui, on se retrouve avec le cas de Alice qui est ostéopathe au Portugal dans une sorte de collaboration. Elle m'a demandé, aujourd'hui elle est à 5-8 patients par semaine de ce que j'ai pu lire et son objectif c'est au minimum de doubler voire même tripler assez rapidement sa patientèle. Donc, on va aller regarder tout ce qu'elle nous raconte. Je vais essayer du mieux que je peux de voir faire à travers ce qu'elle me dit, donc c'est-à-dire spotter les croyances limitantes, les blocages que je pourrais déjà voir en fait de ce qu'elle m'a donné, de la matière qu'elle m'a donnée à analyser, et ensuite peut-être lui suggérer des solutions concrètes, des axes de travail qu'elle peut aller qu'elle pourra aller explorer pour faire marcher son cabinet. Donc c'est parti. Et d'ailleurs cette analyse ne va pas servir que à Alice. Si vous êtes ostéopathe, éthiopathe, même chiropracteur, c'est souvent les mêmes blocages, les mêmes soucis que je retrouve chez les gens. Donc du coup, évidemment, bien sûr, cette vidéo ne va pas servir qu'à Alice, le but c'est qu'elle serve à beaucoup de monde. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, je vous écris car je souhaiterais bénéficier d'une analyse de ma situation qui est un peu particulière. Je suis ostéopathe, j'habite au Portugal, donc c'est cool. Depuis 7 mois, je travaille dans une clinique à temps partiel, donc 3 jours par semaine, et je reverse 25% de chacune de mes consultations. Ok, à la gérante, peut-être, tu voulais te dire à la gérante. Je suis donc une prestataire à mon compte, ok, la clinique ne m'appartient pas, et je dois me débrouiller pour trouver mes patients, gérer les rendez-vous et les factures. Alors là, moi, la première question déjà là qui me vient, juste en lisant ça, j'ai lu ta situation avant. Je la relis à haute voix pour que tout le monde soit clair, mais Alice, euh, pourquoi tu es là en fait? C'est la première question que j'allais me poser en fait. Pourquoi est-ce que tu vas donner un quart de ce que tu génères en chiffre d'affaires à quelqu'un Enfin, ouais, ça fait pas de sens en fait parce que du coup c'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui ne s'occupe même pas par exemple des factures ou de l'administratif. Bon là ton acquisition clairement c'est toi qui t'en occupes. Donc après quand tu reverses que 25%, ça peut se comprendre, mais tu vois, à titre d'exemple, moi, ma collaboratrice me reversait 40%, c'est ça, de ce qu'elle gagnait. Elle avait à s'occuper de rien. Je finançais le loyer, je finançais toutes les dépenses marketing publicitaires. Je lui avais même donné beaucoup, beaucoup de patients quand elle est arrivée. J'avais vraiment charbonné pour être sûre qu'elle commence déjà avec un minimum de 20 visites par semaine. Et après, au bout de cette troisième semaine, c'est pour ça qu'elle était à 40, même 44 rendez-vous, cette troisième semaine après être arrivée au cabinet. Donc, évidemment, du coup, je prenais un pourcentage, mais encore, c'était pas énorme ce que je prenais. Beaucoup de cliniques prennent un minimum 50-50, surtout quand l'acquisition entière est financée comme ça. Pareil, tout le système de facturation, tout ça. Donc, là, ok, tu reverses que 25%, donc ça pourrait se comprendre pourquoi tu dois trouver tes patients toi-même. Des fois, j'entends des dingueries. Des fois, il y a certaines personnes qui reversent 50% de leur consultation et ils doivent quand même se débrouiller pour trouver des nouveaux patients. Je trouve ça aberrant. Bref. Mais du coup, là, j'ai l'impression, en fait, ça sert à quoi cet argent-là que tu lui donnes? Pourquoi ne pas juste, toi, louer une salle ou un bureau, à moins que ça revienne moins cher de louer une salle ou un bureau, mais de toute façon, tu verras qu'un pourcentage comme ça, plus tu augmentes ton volume, plus ça va être conséquent la part que tu lui reverses. Je sais pas, par exemple, si tu génères même juste 2 000 € de chiffre d'affaires sur un mois, c'est vraiment pas beaucoup, 2 000 € de chiffre d'affaires. Bah, un quart, ça fait quand même 500. Ici, moi, je loue mon bureau 600. Et on est en France. Et on est dans une région chère. Donc, pose-toi la question, genre, est-ce que finalement, ça ne viendrait pas, ce serait pas beaucoup plus simple de juste louer un bureau pour toi? Euh, voilà, donc déjà, il y a ça que je me demande, puisque visiblement, bah, ça ne sert pas pour avoir vraiment des patients. Ensuite, donc le nombre de patients, ça varie entre 5 et 8, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, ça c'est clair. Pour les nouveaux patients, je n'ai que des nouveaux patients avant d'oser commencer à proposer des suivis. Il y a quelques semaines, bah déjà bravo parce que c'est bien. Poser des suivis. D'ailleurs, j'ai cité ton paragraphe là, celui que tout ça, je l'ai cité dans ma dernière vidéo sur les suivis. Donc tu vas voir, je parle un petit peu de manière assez virulente. C'est pas du tout pour t'attaquer, au contraire, sinon je prendrais pas le temps de faire cette analyse là pour t'aider. C'est plutôt parce que du coup, ce paragraphe m'a vraiment
m'a choquée, mais c'est bien parce que du coup, ça m'a permis d'aller étayer un point qui est super important, qui est que du coup, on ne pose pas des suivis. Tu tiens à regarder la vidéo sur les suivis, parce que du coup, je vais en profondeur sur le sujet, mais je vais te le redire là. On ne pose pas des suivis pour vivre de notre métier. Parce que oui, dans ce cas-là, c'est normal que tu aies l'impression d'arnaquer tes patients, puisqu'en fait, tu le fais pour toi. Quand tu poses des suivis, l'idée, c'est de le faire pour la personne en face de toi. Tu es dans la démarche de service, tu es dans la démarche de je veux faire mon travail le mieux possible. De quoi mon patient a besoin. Donc, encore une fois, je vais en profondeur pendant 35 minutes sur ce sujet des suivis. Donc, va voir la vidéo que j'ai sortie juste là hier. Enfin, là où j'enregistre, on est vendredi, je l'ai sortie jeudi. Donc, voilà. Mais ça, oui, c'est quelque chose d'essentiel. Par contre, hors de question de poser des suivis pour se faire plus d'argent, pour remplir plus son câble. C'est pas du tout ça l'idée derrière les suivis. Les suivis, vraiment, le but, c'est d'emmener le patient à travers un parcours de soins où il y a un point A, un point B bien défini. Et tu l'accompagnes en fait à travers toi cette transformation-là. Et c'est une illusion de se dire qu'on peut vraiment aider quelqu'un en un seul rendez-vous. Mais encore une fois, tout ça, j'y vais vraiment confiance dans cette vidéo-là, donc je peux que t'encourager à aller la voir. Ensuite, alors, attends. Tac. Oui, quand tu dis que ton traitement fonctionne très bien, ça aussi c'est un truc, je me suis posé la question. Là, il faudrait que toi, tu clarifies avec toi-même quels sont les paramètres que tu prends en compte. Est-ce que c'est juste la personne qui te dit oui, je me sens mieux? Ou est-ce que tu as tout un panel, et ça, je l'aborde vraiment dans la vidéo parce que c'est un des points les plus importants, c'est à quoi tu juges objectivement que ton traitement a été efficace. Donc, ça, c'est super important parce que et puis du coup, est-ce que tu t'arrêtes juste aux symptômes ou est-ce que tu évalues beaucoup plus en profondeur l'état de santé de ton patient, son état global? Parce que tout ça, ça va jouer et ça va justement donner lieu à des suivis ou non, selon ce que ton analyse globale. Il y a des chances que si tu juges, toi, que tu la perception que ton traitement fonctionne très bien après une seule visite, que tu t'arrêtes vraiment à un niveau très superficiel, très symptomatique, et que tu cherches pas à aller beaucoup plus loin en profondeur, de savoir l'impact vraiment profond que tu peux avoir sur le corps du patient et son état de santé au global. Par exemple, si tu dis mon traitement fonctionne très bien, ça m'étonnerait par exemple que tu aies conscience, et ça j'en parle dans les études, je cite des études qui montrent justement spécifiquement sur l'ostéopathie, tous les effets que ça peut avoir sur le sommeil, la fatigue, les états dépressifs, la digestion, toutes ces choses-là en fait, que nous aussi en chiro on peut avoir un effet là-dessus. Donc je pense que tu peux faire beaucoup plus, Alice, avec ta profession, tes mains. Je sais pas quel âge t'as d'ailleurs. Peut-être que tu es jeune encore, mais je pense que tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que tu penses avec tes mains, avec ton métier, mais t'en as pas encore conscience. Et c'est pour ça que tu penses que ton traitement fonctionne très bien après une seule intervention. Or, je pense vraiment que tu peux emmener tes patients beaucoup plus loin. Toi, tu vas apprendre aussi à aller plus loin donc dans tes compétences d'ostéopathe. Et tu verras que ça va donner lieu à des grosses transformations qui vont créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que tes patients, ils seront impactés profondément parce qu'ils auront eu un vrai changement dans leur vie. Ensuite, ils vont te référer plus de patients. Et puis voilà, ça va aussi se construire comme ça. Donc, il y a ça à prendre en compte. Quasiment tous mes patients viennent des publicités Instagram. Donc du coup, j'imagine que c'est toi qui les finances, du coup. Donc on est encore... déjà, c'est bien. C'est bien pour l'initiative d'avoir lancé des publicités Insta. Après, du coup, moi, le seul truc que je me dis, c'est est-ce que tu boostes des posts ou est-ce que tu fais sponsoriser? Parce que là, il y a des grandes chances que tu perdes de l'argent dans le sens où généralement les pubs, quand même, c'est mieux de passer par le gestionnaire de publicité, ça s'appelle comme ça en français, et de bien savoir paramétrer ses campagnes, en fait, et de bien les organiser, de tester. En fait, moi, c'est ce que j'apprends dans mes élèves aussi dans le système, c'est alors, déjà, tu commences juste avec une pub, tu testes un message, et après, l'idée, nous, c'est ce qu'on fait avec Léa en ce moment, tu vois, pour tester les pubs par rapport au câble. On teste différentes créatives, donc que ce soit par exemple des photos ou des vidéos. Là, en ce moment, on est plus sur des photos. Moi, les vidéos, ça marchait très bien aussi, à l'époque, quand j'avais monté la vidéo en Roland. Donc, il y a, tu peux organiser, en fait, dans ton gestionnaire de publicité, des tests pour vraiment trouver, ok, quelle créative vraiment fonctionne le mieux sur quelle audience, après, quel message fonctionne le mieux sur quelle audience, après, est-ce que le combo gagnant entre la créa, le message, donc le texte, et l'audience, enfin tout ça, en fait, il y a plein de trucs que tu peux tester, mais ça, tu pourras jamais le faire juste à partir d'Instagram. Et juste si tu boostes ou si tu sponsorises des posts, donc les pubs, c'est quelque chose...
c'est quelque chose qui s'apprend vraiment, c'est une compétence de savoir faire des bonnes publicités qui convertissent, donc qui ramènent des patients. Donc voilà. Ensuite, le bouche à oreille petit à petit. Certains me contactent car ils ont vu mon profil sur Google, donc ça c'est bien. Je demande généralement, porte le bruit, ça vous gêne pas trop là-bas. Je demande généralement qu'ils laissent un avis, donc c'est bien aussi. J'ai également créé un site internet, c'est bien. Donc tu as vu quand même, il y a eu des initiatives là, qui ont été prises entre le site, les avis, la fiche Google. Bon, après c'est la base, hein, ça honnêtement. Mais il y en a certains, ils demandent même pas d'avis, ça fait 10 ans qu'ils sont au cabinet, ils ont à peine 5 avis sur Google, hein, donc déjà ça c'est bien. Et le bouche à oreille, ça c'est quelque chose aussi qui vient en dernier, tu vois. C'est pas le genre de truc, enfin, ça c'est le bouche à oreille en fait basiquement c'est une conséquence. Tu peux le stimuler de manière active, il y a plein de moyens pour stimuler le bouche à oreille de manière active. Pareil, moi c'est ce que j'apprends en système à mes élèves, ça c'est surtout dans le module rétention. Du coup, parce que ça vient en fait en troisième lieu. Au départ, quand on n'a pas beaucoup de patients comme là, c'est vraiment ce qui compte, c'est l'acquisition et la conversion. Donc là, l'acquisition, t'as déjà trempé un peu les pieds dedans. Et la conversion, j'ai l'impression que tu es au tout début, c'est-à-dire proposer une ou deux visites de suivi, c'est déjà énorme. Et au début, donc, tu avais distribué des cartes de visite dans les commerces aux alentours et aussi essayer de parler de toi aux commerçants du coin. Ça, c'est du coup ce que font beaucoup de personnes au départ. Donc, moi, je veux dire, je vais pas, voilà, si les gens veulent faire ça, ils font ça. Après, pour être honnête, c'est pas du tout le moyen le plus efficace de développer un cabinet. Comme je dis souvent, par exemple, tu vois, encore ce matin, on va lancer une nouvelle campagne, par exemple, publicitaire. Donc, à partir du scénario de publicité dont je t'ai parlé, par exemple, juste avant. Et tu vois, la première pub qu'on a lancée, elle a eu, par exemple, je crois que c'était juste en dessous de 200 impressions. Donc, 200 personnes qui l'ont vue. Facebook, dessus, avait dépensé 78 centimes. Tu vois? Donc, c'est pour ça, à distribuer les cartes. En fait, l'impact que tu as quand tu maîtrises ces outils-là, il est incomparable par rapport à juste distribuer des cartes de visite, se présenter aux commerçants. Tu vas peut-être mettre 1 heure à te présenter à 20 commerçants et à distribuer une vingtaine de cartes de visite à des gens, ou alors des flyers ou quoi que ce soit. Là où, par exemple, ta pub Facebook, en l'espace de 5 minutes, elle aura déjà eu un reach de 500 personnes et elle aura dépensé 2 ou 3 euros, quoi. Tu vois. Donc, du coup, c'est ça. Et aussi, ce sera du coup des gens qui seront beaucoup plus ciblés. C'est pas juste le volume qu'on cherche à avoir, c'est la qualité des gens. Et ça, l'algorithme, il est très fort pour cibler les gens qui matchent avec ton message. Donc, voilà, ça, c'est pas du tout les moyens les plus efficaces. Donc, bah, faut juste arrêter de faire ça. Ensuite, en fait, j'ai ça, c'est pas pour te dire juste fais pas ça bêtement. C'est pour que tu t'épuises pas, en fait. Parce que à force de faire des choses qui ne servent à rien ou qui ont très peu de retours, qui ont très peu d'effet de levier, ça j'en parle dans d'autres analyses aussi que j'ai fait à d'autres personnes. Mais l'idée, c'est toujours de prendre des actions, de faire des choses qui ont le plus gros effet de levier. Donc les publicités, ça en fait partie. Par exemple, mettre en place des systèmes de script dans ton cabinet. Donc ça, j'en parle à longueur de journée parce que moi, c'est ce que je fais. C'est ce qu'on nous apprend aussi en Angleterre, même à l'école, tout ça, d'avoir une structure dans nos visites. Et en France, c'est la débandade, les gens font comme ils veulent, et des aux patients, bon, bah, vous vous rappelez, enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et vu que tu m'as écrit en français, je suppose que tu es française ou que tu as peut-être été formée en France aussi. Donc voilà. Donc du coup, une bonne structure, ça va t'épargner tellement d'énergie. Encore une fois, si t'es jeune, tu t'en rends pas compte maintenant. Mais va faire ça pendant 20 ans. Distribuer les cartes de visite, essayer de faire du réseau, intégrer des trucs qui coûtent une blinde comme le BNI ou des choses comme ça, et qui te rapportent même pas vraiment de patients, auxquels tu es obligé de consacrer du temps, mais quelle horreur, chaque semaine et tout. C'est horrible. Pour le coup en temps, le coup en argent, mais c'est vraiment des trucs, enfin, pouah. Et ouais, non. Non, non. Alors qu'avec une bonne campagne de pub, la pub, elle peut marcher pendant des années, si elle est bien faite. Pour des patients en continu. Après là-dessus, t'as fait un bon message, donc les gens qui t'attirent à toi veulent travailler avec toi. C'est le cas de Léa, tu vois, par exemple, dans le cabinet, elle l'a ouvert en octobre. Déjà, au bout de quelques semaines, elle était une vingtaine de patients par semaine. Et là, quasiment tous les nouveaux patients qui la trouvent, donc comme toi sur Google ou avec des pubs, ne prennent un forfait directement. Donc, 6 visites comme ça d'emblée. Après, il y a une évaluation. Boum, à nouveau 6 visites, et après, c'est seulement la fréquence qui change, parce que bah, du coup, la condition du patient évolue. Donc voilà, il n'y a pas du tout de problème parce que les gens adhèrent complètement au message qu'elle incarne dans son positionnement, dans toute la communication qu'elle a mis en place. Alors, voilà, qu'on a un peu mis en place ensemble. Donc voilà.
Ensuite, depuis quelques semaines, je propose des suivis, du coup, ouais, des suivis. Propose une fois sur 2. Mais arrivé à la deuxième consultation, propose oralement un suivi à 1 mois, une fois par mois, ok. Mais ok, j'ai compris. Donc tu poses pas le rendez-vous, mais tu dis à la personne de revenir dans 1 mois, grosso modo. Ok. Euh, Ouais, je laisse me contacter. Bah là, c'est justement, le fameux truc qu'il faut pas faire. Peut-être que je suis pas assez convaincante. C'est mignon. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est pas. Ok. Alors, je reviens à ce que j'ai dit juste avant. Mais le problème, c'est pas une question d'être convaincante ou quoi, ou d'avoir une grande gueule ou quoi, ou de comment tu t'exprimes. C'est pas vraiment ça. C'est que là, Alice, il y a ok. En fait, c'est même pas là un manque comme j'ai dit, de script. Il y a clairement un manque de méthode. Ça transparaît clairement dans ton profil. Un manque de compétences, un manque de méthode entrepreneuriale, un manque de structure dans ton parcours de soins avec le patient, un manque de structure dans ton cabinet et dans la manière de faire les choses. Bon, ça, tu peux pas le sucer de ton pouce. Si tu l'as pas appris, c'est normal que tout ça, tu l'aies pas. Euh, mais moi, là, ce que je vois aussi, c'est que un peu ce que je t'ai dit au début, en fait. C'est que il y a... comment est-ce que je peux formuler ça? Ouais, il y a un manque de profondeur dans comment tu pratiques. Je pense pas que tu aies encore une fois conscience de l'impact que tu peux avoir vraiment sur tes patients et sur les gens. Et du coup, c'est pour ça, tu dis un peu peut-être de manière désinvolte à la personne, bon bah, vous me rappelez dans 1 mois pour prendre rendez-vous. Forcément, la personne ne va pas te suivre. C'est normal. Elle sait pas pourquoi est-ce qu'elle devrait te suivre. Donc, la personne, tant que c'est pas clair dans sa tête de pourquoi est-ce qu'elle devrait revenir, il n'y a pas de raison qu'elle revienne. Et ça, tu vois, le truc, c'est que toi, dans ta tête, comme déjà, c'est pas clair pourquoi la personne doit revenir, donc va voir la vidéo sur les suivis, tu réitères, bah en fait, il y a toujours cette petite voix qui te dit ah mais j'ai arnaqué les patients si je les fais revenir. Donc bah c'est normal du coup que les gens ne viennent pas. Donc c'est pas du tout que t'es pas assez convaincante. Ça c'est des trucs, tu vois pas être assez convaincante ou être assez convaincant. Là c'est un truc qui est lié à la posture. Donc toi ta posture. Donc, c'est-à-dire comment tu te sens à l'intérieur quand tu lis ce que tu dis, qu'est-ce que tu incarnes quand tu es en cabinet. Ça joue aussi sur la confiance en soi, la posture, tout ça. Voilà. Donc, comment tu parles, ton ton de voix, ton rythme, ta gestuelle, ton langage corporel, tout ça, c'est la posture. Ok? Donc, euh, le problème, c'est que la posture va découler directement de tes croyances et de ton identité. Donc, si tout ça, c'est flou, ta posture va être floue, donc ça va être fait du flou. Donc les gens vont pas vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent revenir. Tu vois? Donc là, ouais, je pense qu'il y a quand même un travail de clarté en profondeur à faire. Et ça m'étonnerait pas que tu sois quand même jeune, vu tout ce que je lis. Euh, et il y a beaucoup de compétences là qu'il faut acquérir, hein. Que ce soit donc tout ce qui est la partie personnelle, donc toute la transformation intérieure à l'intérieur de toi, donc prendre conscience de découvrir ton identité, la profondeur de tes soins, euh, oser t'affirmer. Après, qu'est-ce qu'on a du coup? On a tout le travail sur la posture, sur l'identité. Et après, tu as toutes les méthodes entrepreneuriales à acquérir. Donc là, tout ce qui relève de l'acquisition. Donc là, ça va être tout ce qui est de l'ordre aussi du marketing, de la communication, du copywriting. Donc, être capable d'écrire des choses et d'incarner un message et de diffuser un message pour faire en sorte que ça génère des rendez-vous comme ça dans les jours qui viennent. Et ensuite, après, au sein du cabinet, tu as d'autres compétences à mettre en place, notamment être capable de structurer les phases de soins, de mettre en place des scripts qui convertissent. Donc en gros, convertir, ça veut juste dire que tu proposes quelque chose à quelqu'un et que contrairement à là, ce qui se passe en cabinet, la personne suit tes recommandations. C'est juste ça. Voilà, que le patient te suit. Grosso modo, c'est ça. Et après, mettre en place un système de réévaluation, donc pareil, avec des scripts, une structure. Et voilà. Alors, ici, le CA mensuel. Aïe aïe, c'est pas beaucoup. Ouais, bah c'est logique, du coup, avec le nombre de patients, c'est cohérent en fait. Ok. Le mois le plus important, octobre. Ouais. Mais du coup, moi je me demande là aussi, du coup, Alice,
C'est vrai que ça, je me dis, mais quand je vois des trucs comme ça, moi, ça m'est jamais arrivé de gagner si peu d'argent, hein. Donc, j'avoue que soit j'étais étudiante et je gagnais pas d'argent, enfin, ou genre des jobs étudiants, mais les jobs étudiants, c'est pour manger, donc c'est différent. Euh, mais je parle de vraiment avec un vrai travail. Je gagnais pas, jamais gagné cette somme-là. Même mon premier mois. Je crois que j'ai toujours été au-dessus de 1005, même à chaque fois dès mon premier mois. Euh, ok. Donc là, si je comprends bien, par exemple, il te reste ça, 550, mais là, attends, et la charte. Ouais, ok. Mais là, du coup, t'as quand même un crédit étudiant. Donc, comment est-ce que tu fais pour vivre une fois que t'as remboursé ton crédit étudiant? Il te reste pas d'argent pour le loyer, pour la bouffe et juste le truc de base, en fait. Donc, comment ça se passe? Parce que, alors attends, j'arrive pas encore à me sortir un salaire. Ah oui, tu compenses avec un autre travail. Ok, désolé, je n'ai pas, je l'ai lu et puis je l'ai oublié. Qui n'a rien à voir, donc 3 jours par semaine. Ouais, donc ça doit compenser. Ok, c'est de sûrement ça qui doit te permettre de vivre. D'accord. Bah c'est chiant du coup. Et j'imagine que là, ça fait 7 mois. Mais ça fait 7 mois. Du coup, je viens de capter. Ça fait 7 mois que t'es dans cette situation-là et ça fait 7 mois que t'es entre 5 et 8 patients par semaine. Ou c'était encore moins avant, ou c'était plus avant, ça a baissé, je sais pas. Mais c'est très long quand même. Non. Ok. On va aller voir tes obstacles après, Alice, mais moi là, ce que je me dis aussi, c'est comment ça se fait en fait que tu tolères cette situation depuis aussi longtemps? Euh, Parce que, bon, tu vois, des fois, certains, je les ai en appel de sélection, et je leur dis, mais comment ça se fait, en fait, que t'as pas fait quelque chose avant, pour faire mieux marcher ton cabinet? Si c'est aussi important que ça pour toi, comment ça se fait que y a que maintenant que tu me contactes, alors que ça fait 5 ans ou 10 ans que ça dure? Des fois, ils me répondent, bah, parce que je t'avais pas trouvé avant, ou parce que ton programme, il n'existait pas avant, tu vois. Donc, si on enlève ça, si on enlève ça, que par exemple, t'étais pas tombé sur le groupe gratuit, parce que tu m'as contacté avec le groupe School, donc si, si on retire ce truc-là, que avant t'étais pas tombé sur moi, tout ça, comment ça se fait que tu tolères une situation comme ça qui dure aussi longtemps? Et c'est vraiment, pose-toi la question, tu sais, pose-toi tranquillement, en étant vraiment ouverte et honnête avec toi-même. Tu peux marquer sur un papier comment ça se fait que tu tolères ça depuis aussi longtemps. Parce que 7 mois en gagnant si peu avec un job alimentaire, donc qui n'a rien à voir avec l'ostéo, alors que toi, on n'a pas encore vu tes objectifs, mais que tu as vraiment envie, j'ai l'impression, de vivre de ton métier, c'est qu'il y a quelque chose qui te pousse à rester dans cette situation. Et c'est ça qu'il faut que tu ailles découvrir, en fait. Parce que c'est pertinemment, c'est justement ça, en fait, qui te maintient dans cette situation que, visiblement, t'as envie de changer, parce que sinon, tu m'aurais pas soumis ton analyse. Donc, pose-toi la question, en fait. Quel, c'est, c'est quoi, là, les bénéfices cachés que t'as à rester dans cette situation? Parce que dans toutes les situations, on a des bénéfices et des avantages. Des bénéfices, des inconvénients. Enfin, des avantages, des inconvénients. Et des fois, dans les situations, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que dans les situations qu'on n'aime pas, on ne voit que les inconvénients, que ce qui va mal. Et à la fois, l'inverse, dans les situations qu'on idéalise, on voit tout ce qui va bien. Donc, l'idée, là, c'est de remettre de l'équilibre dans les perceptions et de te dire, ok, tu fais ton tableau et tu dis, ok, dans ma situation, quels sont les inconvénients? Donc bah là, c'est clair de ce que tu m'as dit, hein, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de patients, peut-être que tu te fais chier, tu dois prendre le job alimentaire, donc tes inconvénients sont très clairs, j'ai l'impression. Mais sur l'autre partie de ton tableau, liste autant de bénéfices que ce que tu as trouvé comme inconvénient. D'accord? Parce que c'est sûr qu'il y en a. Et au départ, ton cerveau, il va pas vouloir aller dans cette direction-là. Il va dire quoi, il n'y a pas de bénéfices, moi je veux changer, machin. Non. Parce que si tu voulais vraiment changer la situation, ça ferait pas 7 mois que ça dure. Une situation, quand elle est gênante, tout ça, et que quelqu'un vraiment est prêt à payer le prix pour la changer, par exemple, eh ben, la personne passe à l'action, ça veut dire. Mais par exemple, tu vois, dans le cas de, si je prends un truc qui parle à tout le monde, la perte de poids. Pourquoi t'as plein de gens, par exemple, qui disent ouais, cette année je perds du poids. Regarde, on est en janvier, par exemple. Tu vois, t'as plein de gens, ok, cette année je perds du poids. Ok, cette année machin si. Ok, ce mois-ci, machin. Ah là, c'est l'été, allez hop. Tu vois, non. En fait, la réalité, c'est que beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer le prix. En fait, pour chaque changement de situation, t'as un prix à payer. Tu vois. Donc tu renonces, en fait, aux bénéfices cachés, là, qui sont pour l'instant inconscients, que t'as dans ta situation. Par exemple, tu vois.
Quelqu'un voilà, qui a pas un cabinet très rempli, ça peut être un problème de responsabilisation. Tu peux voir par exemple l'analyse que j'ai fait à Delphine là-dessus. J'ai bien élaboré ce sujet-là avec elle. Je crois avec Basile aussi, peut-être avec l'analyse de Basile aussi. Bah, tu vois, euh, quand tu mises sur toi, par exemple, que tu as investi dans un programme et que tu dis, ok, maintenant je réussis, tu peux plus te déresponsabiliser. Tu peux plus dire, oh, c'est pas de ma faute, c'est ceci, c'est cela. Parce que regarde, en fait, là, je te dis ça parce que c'est aussi ce que j'ai lu. L'ostéopathie est pas très bien connue. Dans ma ville, il y a déjà quelqu'un depuis plusieurs années. Euh, alors, bon, à la limite, c'est un truc pertinent. Mais après, je m'installe dans une ville où je connais très peu de gens. Euh, voilà. Et en fait, juste, si on enlève ça, je vais le mettre ici, les 3 premières phrases que tu m'as citées, par exemple, tout ça, c'est des excuses. L'ostéopathie qui n'est pas connue. J'avais une élève qui m'a dit exactement la même chose pour l'éthiopathie quand elle est rentrée dans le programme. C'était en 2024. Alors, elle est rentrée au printemps 2024. Ah oui, 2024, je m'en souviens. Et ce qu'elle m'avait dit dans son appel de sélection, c'est ah ouais, mais je suis pas sûre et tout parce que l'éthiopathie, elle est pas connue et c'est à cause de ça que j'ai pas de patients. Faux! Faux! Elle a fait une campagne de pub. T'inquiète pas que son câble était rempli le mois d'après. Et encore plus rempli 2 mois après. Parce que du coup, elle avait commencé à mettre en place un parcours de soins avec ses patients. Je crois qu'elle, elle les voyait une fois toutes les 2 semaines. C'était pour des problèmes de sphère digestive et tout ça. Et du coup, bah, forcément, le câble se remplit. Et en plus, elle a même dit qu'elle avait l'impression d'être devenue une meilleure thérapeute parce qu'elle avait vu justement qu'elle pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'elle pensait dans son soin avec ses patients. Donc, ça, c'est une excuse. En fait, les gens se foutent de ta profession. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste aller mieux. Si tu arrives à construire ton message pour qu'ils comprennent que, en fait, c'est toi la meilleure personne pour les aider à aller mieux, à partir de là, ils sont... Regarde, ok, je vais te donner un autre exemple pour que tu captes vraiment. Les gens qui viennent me voir pour que je les aide à faire fonctionner leur cabinet, est-ce que tu crois qu'il y a une seule personne parmi mes élèves, ou là, des gens qui me soumettent des analyses de cabinet, ou des gens qui me posent des questions de manière générale, est-ce que tu crois qu'il y a une seule personne qui m'a déjà demandé si j'avais un diplôme en communication, en marketing, une école de business, ou que j'avais une école de recrutement, enfin je sais même pas si ça existe, tu vois. Non! Mais non! Bien sûr que non! Pourquoi? 2 choses. Parce que déjà j'ai de l'autorité, parce que des cabinets, j'en ai monté 3. Des patientèles, j'en ai monté 3. Et là, encore une autre qu'on monte avec Léa en ce moment en France. Voilà. Donc, l'expérience parle plus fort que les diplômes. Deuxième chose, l'expérience que j'ai avec mes élèves, donc les résultats. Ça fait plusieurs années que j'accompagne des gens qui ont de très bons résultats. Donc, en fait, les gens se foutent de si j'ai un diplôme ou pas. Eux, ce qu'ils voient, en fait, dans ce que j'incarne, c'est juste, ok, elle a compris un truc, elle peut m'aider. Et après, la seule décision qu'ils ont à prendre, en gros, c'est, ok, est-ce que moi, ce que je propose, ça match avec ce qu'ils cherchent? Moi, après mon côté, je me dis, est-ce que lui fit avec moi, ma manière de bosser, avec les gens avec qui j'aime bien bosser? Et si c'est un fit, boum, la personne prend la décision de venir travailler avec moi, et là, on fait fonctionner son cabinet. Tu vois? Donc, et c'est pas une question parce que là, si l'ostéopathie n'est pas très bien connue, tu te caches derrière ton diplôme. Tu dis, oui, mais j'ai un diplôme qui est pas très bien connu au Portugal, donc c'est pour ça que les gens... Non, 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 non. En fait, les gens, ils cherchent pas un ostéopathe, les gens, ils cherchent à aller mieux. En fait, que ce soit avec un ostéo, un rebouteux, un chiro, un masseur, un je sais pas quoi, ils trouveront ce qu'ils peuvent pour aller mieux. Voilà. Donc, ne pas mettre trop d'importance là-dessus parce que c'est une croyance du coup limitante. Dans la ville, il y en a déjà quelques-uns installés depuis plusieurs années. Pareil, ça aussi, c'est des histoires qu'on se raconte, tu vois, donc c'est pour ça que je te disais, en fait, pose-toi la question de ce qui m'a dans cette situation, c'est qu'en fait, là, tu peux encore te cacher derrière ces excuses-là. Tant que tu te fais pas accompagner, tant que tu te confrontes pas vraiment aux vraies causes qui t'empêchent de remplir ton cabinet, c'est-à-dire que tu ne sais pas le faire. Moi, c'est ça que je vois, comme je t'ai dit, c'est pas un problème que tu saches pas le faire, ça veut juste dire que t'as pas les compétences. Donc, les compétences, c'est ce que t'as fait quand t'es allé à l'école d'ostéo, hein. Au départ, t'avais pas les compétences pour être ostéopathe, t'as étudié pendant 5 ans ou 6 ans, puis après, maintenant, t'as les compétences, parce que, bah voilà, t'as fait tout le parcours, t'as validé les acquis, t'as validé les trucs, t'as eu un peu d'expérience clinique, bon, bah les profs, ils ont dit, ok, c'est là, c'est bon, lui donner le permis, allez, hop, roule ma poule, c'est parti. Et ben voilà, c'est le principe de se former. Donc,
Pareil, ça n'impacte pas quand tu sais te différencier, ce qui apparaît tout de suite quand tu sais construire un message. Donc, comme je dis, un message puissant, c'est quand la personne qui te lit se dit, ok, elle peut m'aider. C'est elle que je vais aller voir. Les autres, je m'en fous. donc, donc ça, c'est vraiment cool en vrai, quand ça se passe. Ensuite, le fait de m'installer dans une ville où je connais très peu de gens. Encore une fois, croyances limitantes et excuses. Moi, quand je vivais à mon club en Hollande, je ne connaissais personne. J'avais une copine française qui habitait dans la Drouet. C'est tout. C'est tout. Et elle connaissait pas beaucoup non plus, hein. Elle n'envoyait personne. Parce que, bah, pareil, elle était expat, donc, bon, elle bossait beaucoup, donc, voilà. Donc ça, ok. Donc voilà. Ça, c'est une excuse. Encore une fois, avec la publicité, par exemple, tu peux faire des collins de câbles comme moi j'ai fait, comme les élèves font en quelques semaines sans avoir besoin de connaître qui que ce soit. Par contre, je pense que là, on s'approche plus de quelque chose qui est vrai pour toi. Donc, ton, euh, ton manque de confiance en toi, c'est à la fois vrai et pas vrai. Alice, ce que tu dis là. Parce que moi, je pense que ça aussi, finalement, ça pourrait rentrer dans la catégorie des excuses. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je vais pas juste te dire ça comme ça, je vais te montrer. Regarde. C'est écrit où? Ok. Ah. Ça. T'expliques après, hein. Ça. Ça. Ok. Ça. Elle. T'as rien oublié. Si. Alison. C'est bien. Ok. Alice. Tout ce que je viens de mettre en gras là, est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un qui a vraiment pas confiance en lui irait démarcher des coiffeurs, des cafés, s'inscrire à des cours de je sais pas quoi, pour te montrer, regarde, pour te montrer, pour te faire connaître. Tac, tu me dis aussi que t'as lancé les publicités. Attends, c'était où le truc des pubs là? Euh... t'as- Attends, là, il faut que je... C'est quoi ça? Me montrer. Voilà, regarde, j'ai aucun problème à me montrer sur les réseaux. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui m'écrirait des choses comme ça? Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Enfin, quelqu'un qui a pas, quand quelqu'un n'a vraiment pas confiance en lui, il ose pas faire les choses, il ose pas aller parler à des gens, il ose pas se montrer, il a peur de plein de trucs, il a peur d'être rejeté par ses patients, d'être rejeté par les gens quand il donne des cartes de visite, il a peur de parler de lui, de ce qu'il fait. Enfin, tu vois, je pense pas du tout là qu'on est sur un problème de pas confiance en soi. Tu vois, je pense pas vraiment qu'on soit là-dessus. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, il se met pas en action, il se met pas en mouvement autant que ce que t'as fait. Tu vois. Donc c'est pour ça. Je pense que ça, plutôt, une excuse qui est confortable. Parce qu'en fait, si tu te racontes que t'as pas confiance en toi et c'est ton plus gros obstacle, c'est tellement un problème qui est vague que du coup, bah, tu vois, là, en fait, je le fais pas parce que j'ai pas confiance en moi. Ah, puis non, puis ça, voilà, je le fais. Puis c'est une excuse qui est confortable, en fait, si tu veux. Voilà. Donc, avoir le sentiment d'être un imposteur dès que le nombre de patients par semaine diminue. Euh, C'est marrant parce que du coup, ce truc d'imposteur, d'arnaquer, c'est quand même déjà venu deux fois, mais alors pour l'opposé. T'as peur d'arnaquer tes patients quand tu poses trop de consultations ou trop de suivi, dans ce que tu perçois comme être trop, et tu te sens aussi finalement comme un imposteur, parce que pour moi, dans ma tête, je me dis, un imposteur, c'est un peu comme un arnaqueur, quoi. C'est quelqu'un, il y a tout du flanc, quoi, derrière, tu vois. C'est un écran de fumée, si tu veux. Voilà. Donc, t'as à la fois l'impression d'être un imposteur quand t'as pas beaucoup de patients, puis à la fin l'impression d'être un imposteur quand t'as trop de patients. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là aussi, il y a un peu un truc, qu'est-ce qui te fait sentir comme ça, en fait? Tu vois, c'est quoi la racine de ce truc-là? Euh,
Comment ça se fait que tu tombes comme ça, comme un imposteur, quand le nombre de patients par semaine diminue? Est-ce que ça enlève de la valeur à ton diplôme, ça enlève de la valeur à ce que tu fais avec chaque patient qui est devant toi? Tu sais, enfin, moi, si je vois 0 patient par semaine, je reste quand même chiropracteur, hein. J'ai un diplôme, je l'ai pas gagné dans une pochette surprise, j'ai pas mal d'années d'expérience, j'ai pas mal de volume d'expérience aussi, vu les cliniques dans lesquelles j'ai bossé. Et en fait, peu importe que j'ai un cabinet, que j'ai pas de cabinet, que je suis en activité ou pas, je reste chiro, tu vois. Et il y a hors de question que quelqu'un me dise que je suis un imposteur, tu vois. Donc, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça, il faut que tu ailles voir un peu d'où vient cette sensation. C'est une sensation que tu as à l'intérieur de toi qui t'appartient. C'est pas du tout quelqu'un d'extérieur, j'ai l'impression qu'il te projette ça. Donc, va voir qu'est-ce qui cause vraiment ça? C'est quoi la racine? Et après, de pas oser proposer des suivis. Bah là, je suis d'accord avec toi. Et là, je pense que pour le coup, ça, c'est vraiment un des trucs qui se rapproche le plus de la vérité. Donc, pareil, puisque quand tu auras regardé la vidéo que j'ai faite déjà sur les suivis, tu auras compris que t'es pas un imposteur, que t'es pas un arnaqueur quand tu poses des suivis à tes patients, que tu as déjà commencé à initier le mouvement, qu'est-ce qui te reste, en fait? C'est vrai, tu me dis que tu avais peur d'arnaquer les gens, parce que du coup, les faire revenir, c'est un moyen de faire fonctionner plus ton cabinet et donc de pouvoir en vivre. Donc, il y a peut-être quelque chose avec l'argent là-dedans. Hmm. Ce serait intéressant d'aller voir ça. Un truc avec familial avec l'argent peut-être. Est-ce que par exemple dans ta famille, les gens se sentent mal quand ils n'ont pas assez d'argent ou des trucs un peu comme ça, tu vois? Comme des imposteurs, comme ouais. Alors vas-y, fais voir. Objectif, donc bah oui, bon, pour faire ça, bah, c'est clair, hein, c'est ce que je t'ai déjà dit avant. Il y a pas mal de compétences à aller acquérir, à aller apprendre, comme aller à l'école et vraiment apprendre comment on fait littéralement. Sinon, si ça fait 7 mois que c'est comme ça, il y a des chances que dans 7 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu sois encore dans la même situation. Malheureusement. C'est pas pour te déprimer que je dis ça, c'est plutôt pour t'avertir que c'est ce qui risque de se passer. Tu vois, par exemple, euh, moi j'ai des gens que j'ai eu en appel de sélection il y a 2 ans. Là, j'ai ouvert le groupe gratuit sur School il y a 2 ou 3 mois, je crois maintenant. Il y a certaines personnes que j'ai eues en appel il y a 2 ans qui ont rejoint le groupe gratuit maintenant. Et le groupe gratuit est quand même là juste pour déjà faire dépasser le blocage, le premier palier des 5 000 euros. Donc ça veut dire grosso modo qu'il y a 2 ans, ils m'ont appelé parce que leur cabinet ne marchait pas. Ils n'ont pas osé croire assez en eux et ils ont eu peut-être trop peur d'investir. En fait, je pense que c'est juste ça qui s'est passé. Ils n'ont pas assez cru en eux, ils ont pris peur. Et ils ont dit, ah ouais, non, tu peux pas dépenser ça et tout machin. Voilà, alors qu'aujourd'hui, ils ont un cabinet rempli s'ils l'avaient fait, ils l'ont pas fait. Et en fait, bah là, ils ont rejoint le groupe gratuit sur School parce que, bah, visiblement, ils ont encore besoin d'aide là-dessus. Donc, ça fait 2 ans qu'ils stagnent. Voilà. Donc, moi, je trouve ça un peu triste. Ensuite, alors, quitter mon travail pour de l'ostéopathie et enfin profiter de ce que je gagne. Ouais, il y a un truc avec l'argent, j'ai l'impression, là. Est-ce que dans ta famille, c'était mal vu de profiter de l'argent, justement? Ah, on est peut-être sur un truc comme ça, en vrai, je pense. Parce que ça, c'est un truc assez commun, tu vois? Il y a ce truc d'imposteur, il y a ce truc d'arnaqueur, et là, il y a ce truc que t'as vraiment envie de profiter de ce que tu gagnes. Mais du coup, est-ce que c'est mal vu euh, de profiter de son argent, par exemple, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont moins d'argent autour de toi? Tu sais, un truc un peu comme ça. Et que du coup, t'as l'impression d'arnaquer les gens si jamais t'as plus d'argent qu'eux à un moment donné. Et que t'en profites, tu vois. Ah, ouais, ouais. Il y a vraiment un truc avec l'argent. Par exemple, par contre. Ça d'ailleurs aussi c'est intéressant, mais c'est un des modules que j'ai mis dans le programme. On parle pas souvent de ce module-là, je sais pas pourquoi, parce qu'il est super intéressant en plus. C'est tout le module 2. Après, donc le module 1, c'est tout le module que j'ai mindset, modèles mentaux pour développer un vrai état d'esprit d'entrepreneur, donc solide, résilient, voilà, pour développer un cabinet qui soit pareil, solide et résilient, parce qu'il est notre cabinet et à notre image dans le temps. Et en fait, le deuxième module, c'est tout, je déroule tout un protocole, en fait, pour justement libérer tous les blocages émotionnels et les lourdeurs et les loyautés inconscientes héritées par rapport à l'argent. Et ça, c'est un module, je sais que c'est drôle parce que moi, je l'ai mis dedans parce que ça m'avait grave servi, mais je me suis dit, oh, c'est peut-être un peu trop perché, peut-être les gens ils n'ont pas accroché et tout, je sais pas. Et en vrai, j'ai pas mal de hefs qui m'ont dit, putain, le module avec le FT et tout, c'était trop bien, enfin, genre, ça m'a trop débloqué, tout ça. Du coup, je l'ai laissé parce que du coup, je me dis, mais c'est vraiment bien, c'est aux gens. Et ensuite, long terme, ouvrir son propre cabinet, travailler avec plusieurs thérapeutes, autres ostéos,
en pluridisciplinaire, trop bien, proposer des suivis complets aux patients. Bah, c'est bien ça, bah oui, mais c'est normal, c'est parce que tu veux bien prendre soin des gens. Tu vois, là, on retrouve un peu le truc de thérapeute, c'est bien. Et après, à très long terme, laisser petit à petit ma place pour gérer plusieurs cliniques, plusieurs cabinets, pourquoi pas enseigner mon savoir, bah voilà. Donc il y a un vrai désir, en fait, dans le fond, il y a un vrai désir d'expansion. Tu dis à long terme, mais peut-être que d'ici 2-3 ans, tu auras envie de faire ça. Ouais, j'ai l'impression là, gérer plusieurs cliniques, ça demande forcément ça de devenir un bon entrepreneur, Alice. Et la première case à cocher, c'est déjà d'apprendre à toi faire ça dans ton cabinet. Une fois que tu sais faire ton cabinet, il faut apprendre à recruter. Ça, c'est un autre niveau, c'est le niveau 2 déjà. C'est le niveau 1, c'est rentrer dans ton cam. Niveau 2, c'est recruter, c'est gérer ton équipe. Et après, là, ce dont on parle, par exemple, ça, c'est gérer plusieurs cliniques, c'est-à-dire ça implique peut-être d'avoir des managers, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est de savoir aussi déléguer. Et là, c'est le niveau 3. C'est vraiment le niveau 3. Donc, et enseigner, bah, ça, c'est une autre branche complètement. Mais voilà, tu peux pas enseigner des choses que tu n'as jamais appris. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu as un désir d'expansion, mais qui n'est pas, enfin, il est là. Mais en fait, à très très long terme, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas assumé, en fait. Il n'est pas assumé. Je pense que j'ai l'impression que t'as peur de vraiment bien gagner ta vie, de gagner beaucoup d'argent, d'être vue comme une arnaqueuse, comme une impostrice, ou je sais pas si ça existe, hein. Un imposteur. euh, et je pense que secrètement, ça te fait peur de profiter de ce que tu gagnes, et du coup, tu t'autorises pas à faire ça. Et de ce que je lis, enfin, franchement, il n'y a pas tout le monde qui m'a écrit ça. Allez, ça, je vais pas te mentir, il n'y a pas tout le monde qui m'écrit ça. Beaucoup, long terme, c'est avoir un cam rempli, éventuellement un collaborateur, c'est beaucoup, ça va être ça, ça va être genre kiffer leur life dans leur cabinet. Donc, toi, t'aspires à beaucoup plus que ça. Et c'est pas un jugement de valeur quand je dis plus ou moins, hein. C'est juste que c'est vraiment des niveaux quand même plus avancés. Euh, il faut que bah, écoute, si c'est vraiment ça que tu veux, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais du coup, et surtout si tu veux enseigner, tout ce que tu sais, que ce soit tes compétences d'ostéo, faire des séminaires après ou des formations, former des jeunes ou des gens qui veulent développer plus des compétences d'ostéo. On a plein de séminaires, par exemple en chiro et tout, on adore faire des séminaires parce que c'est super intéressant. Euh, Bah, tu pourras, mais encore une fois, là aussi, il va falloir savoir le packager, le communiquer, le marketer, le vendre. Donc, c'est toutes des compétences en fait à acquérir. C'est les mêmes compétences que je t'ai dit plus haut. Donc, si vraiment ça, c'est ce à quoi tu aspires, même ça, là, le niveau long terme, euh, bah même ça, hein, en fait, là, je pense que vraiment, ce qui te manque à Alice, c'est d'arrêter de te cacher derrière tes excuses et voilà, tes histoires que tu te racontes, qui te maintiennent dans une situation, mine de rien, assez confortable et qui t'empêchent de te confronter à ça et de passer vraiment, vraiment à l'action. Mais c'est-à-dire des actions qui auront des résultats. Donc, mais là, il faut que tu acquières des compétences. Si c'est tout ça que tu veux avoir, il n'y a pas le choix, il va falloir que tu le formes, en fait. Tu peux pas continuer à tourner en rond comme ça et espérer que quoi que ce soit change. Ce serait miraculeux. Il n'y a pas de miracle, hein. Toi, tu fais pas de miracle au cabinet, moi, je fais pas de miracle. Euh, une méthode, une structure, du travail. Voilà. Là, c'était simple, hein. Nos grands-parents, ils nous le disaient déjà à l'époque, hein. Mais, mais voilà. Ensuite, alors, fais voir. Là, j'avais vu un truc que je voulais. Ouais, les formations professionnelles, là, à venir. Alors, ok, c'est cool. Ça, c'est vraiment. Alors, par contre, bon, tout le reste, on en a déjà un peu parlé. Euh, mais, ouais, ouais. Ce que je voulais te dire par rapport à ça, ça a un peu appelé mon attention. Pourquoi? Parce que, en fait, je me dis, tu vois, moi, je fonctionne beaucoup par priorité. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi beaucoup de succès très rapidement dans les 3 patientèles que j'ai montées, dans ma vie en général, dans les différents business que j'ai construits, parce que les cabinets, c'est pas les seuls business que j'ai construits, j'en ai construit plusieurs, et qui ont quand même bien marché. Donc, je réfléchis toujours sur c'est quoi vraiment le truc prioritaire. Et tu vois, là, moi, encore une fois, ça, c'est vraiment un modèle mental d'entrepreneur à développer, c'est quand tu investis de l'argent, parce que les formations professionnelles, ça coûte de l'argent, j'imagine, le Pilate, la Pédia, comment est-ce que tu finances ça alors que tu gagnes déjà pas ta vie? Et comment ça se fait que tu te sois dit que financer une formation de Pilate, financer une formation de pédiatrie, ce soit prioritaire sur développer ton cabinet? Donc moi, ça me laisse penser que t'es pas non plus à 100%. Tu sais, c'est un peu genre, je suis investi, mais pas trop. Donc en fait, il faut que tu te poses la question, il faut que tu sois honnête encore une fois avec toi-même, Alice, et que tu te poses la question, est-ce que tu veux vraiment que ton cabinet fonctionne? En vrai.
Parce que quelqu'un qui veut vraiment que son cas fonctionne se donnera tous les moyens pour réussir. Or là, tu vois, tu fais un peu des trucs, mais un peu des trucs qui marchent moyennement. Tu tournes en rond pendant 7 mois. Là, tu veux faire du pilates et de la pédia. Ça va te servir à quoi? C'est pour te faire un kiff, il n'y a pas de problème. Moi, je suis complètement pour se payer des trucs, comme tu as dit, profiter de ce que tu gagnes. Ça peut aussi, ça veut aussi dire te payer les formations que tu as envie de te payer parce que tu kiffes. Si tu kiffes la pédia, si tu kiffes, je sais pas, les animaux, que tu veux faire un truc ostéo-animal, si tu kiffes le pilate, tu vas aller faire un truc de pilate. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que quand on gagne déjà pas beaucoup d'argent et qu'on n'a pas beaucoup de patience, c'est pas du tout la priorité de faire ça, tu vois. Donc, j'aurais tendance à te dire, c'est quoi ta priorité en fait? Est-ce que c'est faire de la pédia et du pilate, et par exemple pour devenir prof de pilate et te reconvertir? Auquel cas, si le projet c'est de se reconvertir, dans ce cas-là, oui, c'est prioritaire de faire la formation de Pilates. Est-ce que ta priorité, et ce qui est vraiment le plus important pour toi, c'est de développer ton cabinet? Auquel cas, ces formations-là n'ont rien à faire là, maintenant, tout de suite. Une fois que tu te seras stabilisé à 20-25 patients par semaine, là, il n'y a pas de problème. Là, tu auras des sous, tu auras une tranquillité d'esprit, tu auras une prévisibilité, tu auras une aisance dans ta vie qui te permettra de faire tout ce que tu veux et d'apprendre tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, tu sais, il faut être clair en fait avec ce que tu veux et comment ça se fait que tu n'as pas encore mis les choses en place pour y arriver, les vraies choses qui marchent, notamment te former. Comment ça se fait que tu investis dans A alors que toi, ce que tu veux, c'est B? Tu vois, ça fait aucun sens pour moi. Et alors, ça c'est mignon. Toujours rester positive. Mais bon, c'est bien, je veux pas dire que c'est quelque chose de mauvais d'être positif et d'avoir un état d'esprit, un mindset de gagnant, tu vois. Ah, moi, c'est ce que je défends aussi. Après, il faut faire gaffe avec la positivité des fois. Parce que la positivité, ce que ça peut faire, c'est que ça peut t'empêcher de rencontrer ton émotionnel. Or, c'est seulement en traversant des émotions qui sont parfois difficiles euh, que tu peux vraiment passer à travers et ne plus avoir à vivre des schémas répétitifs dans ta vie, en fait, une fois que c'est intégré à ton corps. Rester positif, c'est aussi une forme d'évitement, tu vois. Justement, c'est cohérent avec ton profil. C'est ce que je constate finalement là. Tu vois, ça, c'est un peu de l'évitement. Les excuses, c'est un peu de l'évitement. Tu vois, tout ce truc-là. Finalement, c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce que t'évites finalement? C'est quoi qui serait grave si t'étais pas positive? Tu vois? Fondamentalement, c'est quoi le problème dans le fait d'être négatif? Tu sais, tout est une question de perception. Il y a pas vraiment de mal, en fait, dans le fait d'être négatif. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop traîner avec des gens négatifs, ça me plombe le moral, c'est pas mon truc. Mais fondamentalement, tu sais, ils font rien de mal, ces gens-là, juste ils sont négatifs. Ils râlent, ils sont négatifs, ils sont pas heureux, ou alors ils sont heureux, mais ils font genre qu'ils sont pas heureux, enfin, voilà, tu sais, ils sont juste comme ça, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce que t'évites, en fait? Qu'est-ce que tu fuis? Pourquoi est-ce que c'est important de rester toujours positive avec 2 points d'exclamation? Ensuite, comment atteindre tous ces objectifs? Tout ça, je pense que là, j'ai déjà répondu. Pour pouvoir exercer avec plaisir, sans penser à mon salaire du mois. Ouais, tu vois, on y est encore, hein, sur ce thème de l'argent et ce thème du plaisir. Donc, encore une fois, je pense que vraiment, c'est toi ton axe principal. C'est genre, euh, tu t'empêches de gagner de l'argent parce qu'en fait, je pense que tu te sentiras coupable le jour où tu auras de l'argent et que tu voudras en profiter et te faire plaisir. Alors, en fait, je pense que vraiment, c'est ça le nœud. Hein. C'est ça le nœud, vraiment. Donc, va voir au niveau des loyautés familiales et des trucs un peu comme ça, là, parce que ça, généralement, c'est des petits schémas là qui sont hérités, qui sont bien chiants. Et par exemple, si t'as eu un parent qui n'a pas gagné beaucoup d'argent et tout, tu peux vite, par exemple, te sentir coupable dès que tu vas gagner plus. Et te sentir coupable dès que tu vas profiter pleinement de cet argent, dès que tu vas te faire plaisir, ou ce qui peut aussi arriver, dès que tu transitionnes de couche socio-professionnelle. Si par exemple, tes parents ils se sont cassés le cul à l'usine, je dis pas que c'est le cas, j'en sais rien, je connais pas ta situation, mais c'est un exemple pour illustrer ça. S'ils se sont cassés le cul à l'usine toute leur vie, qu'ils en ont chié, que toi t'as observé ça, et qu'en plus le pire c'est que s'ils tenaient un discours un peu, tu vois, un peu limite sur les riches, les gens qui gagnent de l'argent, ouais, les machins et tout, ou les patrons, des trucs comme ça, voilà, tu peux être sûr que tout ça, c'est un bagage que tu te traînes, hein, et que du coup tu vas t'empêcher de réussir parce que t'as trop peur de ce jugement que tes parents portent sur ces gens-là. Donc les gens qui ont plus d'argent qu'eux, les gens qui réussissent, les gens qui se font plaisir, les gens qui profitent de leur vie, enfin tout ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a un thème, c'est quand même assez récurrent dans, tu vois, dans tout ce que tu m'as écrit, ça ressort. Voilà, cette histoire, j'espère avoir la chance. Ouais. Je pense que je t'ai donné pas mal de clés, Alice. Hein. Ouais, je pense que là, on a quand même bien fait le tour.
pense qu'on a aussi identifié un nœud. Et après, le reste, évidemment, bah, comme je te dis, c'est pas pour rien que moi j'ai créé un programme complet. Il fait quand même, je crois, entre 35 et 40 heures, le programme. Mais c'est sans compter les replays des coachings hebdomadaires, des ateliers, en fait. Et aussi, bah, voilà, sans compter l'atelier qu'on a chaque semaine avec les élèves et les vidéos que je leur fais sur WhatsApp pour le soutien personnalisé. Mais déjà, le bloc de formation représente déjà environ 40 heures, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, toutes les compétences là que je t'ai parlé, dont je t'ai parlé, c'est évidemment pas des choses que je peux te transmettre là comme ça en l'espace. Ça veut dire 40 minutes que je parle. Pour une vidéo YouTube, 40 minutes, enfin même plus que ça d'ailleurs. C'est déjà énorme. Tu vois, mais voilà, mais c'est pour ça qu'en fait, il y a des accompagnements, il y a des formations qui existent. C'est justement pour te transmettre les compétences qui te manquent et dont tu as besoin. Donc, là, à ce stade, bah, enfin, moi, de mon côté, je suis pas pressée. Mais toi, quand tu es prête, quand tu mets de l'argent de côté et quand t'es prête, pardon, à, à vraiment recevoir de l'aide, à vraiment réussir, et tu sais que tu es aussi capable d'avoir l'humilité de te faire corriger aussi, tu vois, il y a ça. Donc, par exemple, dire, ok, bah vas-y, je fais confiance, j'y vais, et, euh, et je suis ce qu'elle me dit, tu vois. Bah, quand tu te sens prête, par exemple, à faire tout ça, dans ce cas-là, tu reviens me parler, et puis on pourra discuter plus en détail ensemble de ta situation. Et surtout, si tu te sens prête à passer à l'action, ben écoute, écris-moi, et moi, un cas comme ça, il n'y a pas de problème. Le cabinet, on le fait décoller là en quelques mois, il n'y a aucun souci. Voilà, bon. Allez, je te laisse avec tout ça, c'est déjà pas mal. Et puis, j'espère que ça t'a servi et que tu es contente d'avoir reçu ton analyse.